Bonjour à tous et à toutes. Moi, je fais partie du collectif Justice et Vérité pour Babacar et je milite depuis quelques années auprès d'Awa qui va prendre la parole après. Mais lorsqu'on milite pour une famille, on lutte pour toutes les autres. Cette lutte m'a permis de tisser des liens avec beaucoup de sœurs qui ont perdu un frère tué par la main des forces de l'ordre. Et c'est aussi pourquoi aujourd'hui j'ai la responsabilité de prendre la parole au nom d'Aurélie Garand, la sœur d'Angelo Garand, un jeune voyageur tué le 30 mars 2017 lors de repas familial. Ma prise de parole est principalement inspirée d'une prise de parole qu'Aurélie a faite lors de la marche organisée à Blois le samedi 27 juin 2020. La famille d'Angelo Garand a entamé un long et digne combat judiciaire pendant plus de 3 ans. Angelo, ce jour de mars 2017, était venu manger chez ses parents. À 13h, le GIGN débarque chez eux, met toute sa famille à terre, menotté dans le dos et mitraillette sur la tempe. Le GIGN est venu chez eux, car Angelo n'était pas rentré depuis une journée d'une permission de sortie. Parce que oui, Angelo a aussi subi, lui et sa famille, le système judiciaire et carcéral. Angelo s'est caché dans une petite remise. Il s'est caché car il ne voulait plus retourner en prison. Le GIGN a fouillé partout, malmené la famille. Ils étaient prêts à repartir quand Angelo a fait un petit bruit dans la remise, une toute petite remise. C'est à ce moment que 5 hommes du GIGN se sont précipités dans la remise et ont abattu Angelo. Son père se tenait à 5 mètres et a attendu le dernier souffle de son fils. La famille s'est constituée partie civile et a eu le dossier au bout d'un mois. Ce qu'elle apprend ce jour-là, c'est qu'Angelo a reçu 5 balles. 5 balles tirées dans le torse, 5 balles tirées dans les organes vitaux, le cœur, le foie, le poumon, le rein. Pour la famille, il s'agit d'une exécution. 6 mois après, la juge d'instruction se rend dans la remise du domicile familial. Elle s'est rendue compte que s'il y avait eu des sommations, la famille l'aurait entendu. Les 2 tueurs d'Angelo sont mis en examen pour violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Janvier 2018, c'est la fin de l'instruction et en octobre 2018, c'est le premier qui tombe au titre de la loi sur le régime général de la légitime défense, déjà régulièrement appliquée au bénéfice des forces de l'ordre qui tuent, blessent, mutilent, et mutilent. Un non-lieu prononcé par une nouvelle juge nommée durant l'été. La famille n'a même pas été prévenue du changement de ce juge et fait appel. En février 2019, la Cour d'appel d'Orléans confirme le non-lieu. La mort d'Angelo n'est pas une bavure, ce n'est pas un fait divers, c'est un fait politique qui nous concerne tous et tous. Ce non-lieu a été confirmé par l'article de loi L431-5 du Code de sécurité intérieure qui est appliqué pour la première fois sur le cas d'Angelo. Cet article de loi est un nouveau permis de tuer accordé aux forces de l'ordre et sa première application démontre comment elle viendra s'appliquer par la suite pour légitimer d'autres meurtres sécuritaires par balle. Le GIGN bénéficie déjà de ce permis par la légitime défense classique, mais cette loi veut dire qu'il est possible de tuer en toute légalité des personnes au bout de 2 sommations. Il est possible d'abattre une personne dans le dos à condition d'avoir un uniforme ou un brassard. Je dis ça car je fais référence à la mort d'Amin Bentoussi qui a été tué par balle dans le dos le 21 avril 2012 à Noisy-le-Sec. Et c'est pour cette raison que le policier a été condamné en appel, bien que acquitté en première instance. Cette loi est un ajustement du régime classique de la légitime défense suite à la condamnation de ce policier grâce au combat mené par la sœur de Amin, Amal Bentoussi. Elle fournit une arme juridique de plus pour dédouaner sans procès, par non-lieu, les forces de l'ordre, parant les cas où le régime général ne leur permette pas de se dédouaner. La famille se pourvoit en cassation. L'audience s'est déroulée le 4 juin 2020. La famille était présente pour entendre l'audience de 2 minutes. 2 minutes pour appeler le casier judiciaire d'Angelo, dire qu'il était violent avec les forces de l'ordre. Ceux qui l'ont tué ont porté plainte contre lui parce qu'ils disent qu'Angelo les avait malmenés. C'est toute l'indécence de l'impunité des forces de l'ordre. Faire perdre toute once d'humanité des personnes qui tuent en les faisant passer pour des personnes folles, dangereuses, violentes. Angelo aurait résisté à tout. Aux 2 coups de taser, il aurait brandi un couteau, en les malmenant par le cou. Il aurait résisté à 4 balles et il aurait fallu une 5e dans le foie pour qu'il tombe par terre. Qui peut encore croire ce récit ?
Le 4 juin, lors de l'audience, avec Awa, on était présente lorsque la Cour de cassation a exceptionnellement accordé la parole à Aurélie. Je n'arriverai pas à décrire avec des mots ce qui s'est passé d'un point de vue émotionnel, mais comme à chaque fois qu'Aurélie prend la parole, une aura puissante se dégage. Elle a pris la parole pour son frère, mais aussi pour dénoncer cet article de loi qui était appliqué pour la première fois pour Angelo. Elle a dit aux magistrats que si la justice voulait appliquer un tel article de loi, qu'elle le fasse, mais lors d'un procès public. Qu'elle le fasse lors d'un débat public, que la moindre des choses à accorder aux familles, c'est un procès. La décision est tombée le 2 septembre. Il n'y a pas eu de confirmation du non-lieu, mais une non-admission du pourvoi en cassation, ce qui permet aux magistrats de ne pas motiver le rejet. Une autre manière de tout mettre sous le tapis et d'éviter de mettre en avant les incohérences du dossier entre les mensonges et les expertises balistiques. Le corps d'Angelo est lui-même une preuve par les 5 balles qu'il a reçues. La première lui a transpercé le cœur et ils ont continué à dire qu'Angelo avait résisté. La bataille continue pour la famille qui a décidé d'aller auprès de la Cour européenne des droits de l'homme parce que l'État doit être condamné. La justice, depuis le début, la famille n'y a jamais cru. Je rappelle que la famille Garand est une famille qui fait partie de la communauté des voyageurs, eux qui ont toujours été accusés, condamnés à tort, pour rien, pour des délits mineurs. Ce que la famille voulait était un procès public pour dévoiler aux yeux du grand public une vérité qu'ils connaissent déjà. Le combat doit continuer car les tueurs d'Angelo ne répondront jamais de leurs mensonges. La lutte doit continuer pour le droit de vivre de chacun et chacune. Cet article de loi est une honte car elle les autorise à tuer. Pour reprendre les mots d'Aurélie, la mort d'Angelo, c'est une exécution légale. Une exécution légale dans le pays des droits de l'homme. La honte, j'ai honte pour eux. J'ai honte. Angelo n'avait que 35 ans. Il avait 3 enfants. Ça fait 3 ans et 3 mois qu'on se bat pour lui, mais on se battra jusqu'à notre dernier souffle. Parce que chaque jour, je me dis, qu'est-ce que j'aurais pu vivre avec mon frère encore? Qu'est-ce qu'on avait tous besoin de lui encore? Mais ils l'ont tué. Et ça, on ne leur pardonnera jamais. Et on se battra contre ce système illégal. On continuera. On sait qu'on n'est pas égaux face à eux, mais jamais on ne se couchera. Jamais on ne se mettra à terre. Et toujours le poing levé, on le dira que c'est une exécution. Et le nom d'Angelo résonnera jusqu'à notre dernier souffle. Des exécutions légales dans le pays des droits de l'homme, retenez ça. Si on n'est pas capable de se rebeller face à ça, qu'est-ce qu'elle vaut notre vie? Rien. Alors battons-nous. Et du coup, pour terminer, en discutant avec Aurélie, et notamment avec le réseau, on est beaucoup attaché à justement cet article L435-1-1 du Code de sécurité intérieure, parce que vraiment il vient augmenter toutes les possibilités. La loi donne entre les mains de toutes les forces de l'ordre de pouvoir vraiment tuer et de pouvoir être dédouané de ces meurtres-là. On en est au point où, de toute façon, si on reprend exactement cette loi, qui du coup est valable pour la police nationale, pour les militaires, pour la gendarmerie nationale, lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui, ou lorsque des personnes armées menacent leur vie et leur intégrité physique, en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, ce qui ne veut absolument rien dire puisque systématiquement, les policiers, les forces de l'ordre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont expliquer en quoi la personne qu'ils ont abattue était dangereuse. Et du coup, à partir de là, ça sert de faire à appliquer la loi. On se rend compte que même d'un point de vue médiatique, quand on prend par exemple 2 exemples, je ne sais plus en quelle année, mais au Bois de Boulogne et là dernièrement à Stein, quand on regarde les médias, comment ils viennent mettre en avant ces faits de violence policière, on ne se pose plus la question de mais pourquoi à ce moment-là les policiers ont sorti leurs armes. On se pose juste la question de mais est-ce que les policiers avaient bien un uniforme, un brassard? Voilà. Donc si, comme à Stein, ils n'ont pas d'uniforme et pas de brassard, bah, potentiellement ils peuvent être poursuivis. Mais si on reprend l'histoire de Stein et que les policiers avaient un uniforme, en fait,
personne ne se pose la question, mais ça choque personne de voir des policiers qui, pour arrêter un véhicule, décident de tirer une balle en ciblant majoritairement la tête du conducteur. Et on me dit que je dois arrêter là. Donc, ok. Donc, ce qui est bien mis en avant dans cette loi est un permis de tuer légal, servi par la justice pour les forces de l'ordre. Nos vies ne valent rien devant ces lois, cet État et sa police, d'où le mécanisme incessant de la fabrique des non-lieux qui viennent criminaliser les victimes pour tenter de justifier la mort d'une personne.